donc par définition, c'est pas la Cour que je critique, mais c'était, ce qu'on me reproche, un tweet sur l'arrivée de monsieur Rémi Rioux, qui est public, donc voilà, je ne vais pas répéter mes propos, ils sont publics. Je ne vais pas m'exprimer sur le fond, puisque manifestement, j'aurai à m'en expliquer devant ce comité de déontologie. Mais alors, sur la forme, je dois dire que je suis extrêmement choquée d'avoir reçu l'email me convoquant au conseil de déontologie, quasiment à la même minute, en tout cas à la même heure, qu'un message d'un journaliste du Parisien, pour ne pas les citer, qui me demandait « Est-ce que c'est vrai que vous êtes convoqué ?» Donc c'est presque lui qui me l'a appris. Je suis allée voir dans mes mails ensuite en me disant « Est-ce que c'est vrai que je suis convoqué ?» Et résultat, je l'étais. Alors je ne sais pas qui fait fuiter ce genre d'informations, mais j'ai quand même envie de vous dire que c'est cette personne-là qui déshonore la Cour des comptes. Qui a intérêt ? Vous savez, la bataille culturelle, moi j'étais l'autre jour, je l'ai cité d'ailleurs, j'étais dans un endroit où le nom de M. Moscovici était cité. Et il y avait un préfet qui était là, qui assistait à une réunion. Et on parlait d'une personne qui aurait pu être déplacée d'un quelconque endroit. Et Pierre Moscovici aurait dit, non, lui on en aura besoin en 2027. C'est-à-dire que l'État profond se met en place. L'État profond a anticipé un changement de régime et l'État profond ne veut pas de ce changement de régime. Les petits hommes gris, ils veulent leur pouvoir. Donc ils sont en train de tout verrouiller à tous les niveaux. Alors ça sera au nouveau pouvoir, si tant est qu'il soit présent, tant est qu'il y ait un nouveau pouvoir, de mettre en place une administration un peu comme l'a fait Donald Trump. Parce que quand tu arrives, on ne vote pas pour M. Moscovici, on ne vote pas pour lui, on vote pour un homme politique qui applique une politique. Et puis qui la met en place, ce qui me paraît la moindre des choses. Ils seront inamovibles. Sauf si... Le prochain premier président de la Cour des comptes sera nommé pour 9 ans, c'est ça ? Oui, alors inamovible. Monsieur Rioux, faut quand même dire son profil. C'est l'agence de développement. L'agence française de développement. Voilà, qui a été donné 600 000 euros, par exemple, à Marrakech pour je ne sais quoi, ou au Maroc pour je ne sais quoi, qui a été donné à Gaza pour... 13 milliards d'euros de budget, je crois. Voilà, c'est quelqu'un qui a doublé les effectifs. C'est vraiment... Comptable en Chine. C'est une caricature. C'est une caricature. C'est-à-dire que l'homme qui va être à la Cour des comptes, c'est un homme qui vide les caisses depuis je ne sais combien d'années. Ce sont des caricatures. Nommé par le président de la République, on le rappelle. Mais c'est l'État profond. Important. Voilà. C'est les petits hommes gris dont on parle régulièrement. Un socialiste. Mais madame, oui, c'est un socialiste, bien sûr. Pour ma gouverne, Madame Vallaud-Belkacem, membre de la Cour des comptes, quand elle a indiqué qu'il fallait encore davantage prendre d'immigrés, comme ça on allait encore gagner plus d'argent. Elle est convoquée quand ? Oui, elle pourrait, parce qu'effectivement, elle fait de la politique, là. Un tout petit peu de sa raison. Ah oui, elle fait de la politique. Oui, elle est convoquée, je crois. Bon, en tout cas, Sarah Knafo est avec nous ce soir et elle va pouvoir nous parler de France Inter, de France 2. Ils détournent votre argent. Alors, on va écouter dans une seconde Madame Ernotte, mais sur le fond, un service public, c'est pas mal. Si vraiment il est au service du téléspectateur, s'il propose de la culture, si il y a impartialité de l'information. Moi j'ai aimé ce service public de l'ORTF des années 70 et 80, j'ai aimé Jacques Chancel, j'ai aimé Bernard Pivot, j'ai aimé ces spectacles qu'on pouvait voir, même de divertissement de qualité, ça avait toute sa place. Alors vous l'avez aimé à une époque où il était économiquement logique et raisonnable de se dire que les coûts fixes étaient tellement importants pour avoir une chaîne de télévision que c'était normal que l'État, puisqu'il n'y avait pas encore de marché, que l'État investisse. Il y avait une chaîne de télévision et ça coûtait très cher. Aujourd'hui, vous avez 300 chaînes. N'importe qui peut créer sa propre chaîne de télévision avec un micro et un ordinateur. Donc aujourd'hui, ça n'est économiquement plus raisonnable. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous considérez que l'État est légitime pour fabriquer des allumettes? Ça peut paraître absurde, vous allez me dire, non, pourquoi l'État fabriquerait des allumettes? Le privé peut le faire. Et pourtant, si on remonte à 1872, l'État avait le monopole de la fabrication des allumettes. Et il y avait des gens qui aujourd'hui, comme Madame Ernotte, comme Madame Saint-Cricq, comme le service public, comme Madame Élise Lucet, vous disaient, mais non, il faut absolument que l'État garde. Il y avait les Élise Lucet et les Saint-Cricq de l'époque qui nous disaient l'État doit garder le monopole de la production des allumettes. Et pourtant, non, cette mission est devenue obsolète. Donc on a arrêté. Vous parlez de service public. Qu'est-ce qu'un service public? Un commissariat, une armée, une école. Quand on cite notre système de santé, tout ça tombe en ruine à peu près. Ou en tout cas, tous les Français se demandent pourquoi ils payent autant pour recevoir si peu. Et à côté, voilà qu'on a l'argent et les moyens pour financer Fort Boyard,
pour payer les salaires et j'adore Fort Boyard, pour financer le salaire de Madame Élise Lucet, de Madame Delphine Arnaud. Ça coûte 4 milliards. Hein. Ça coûte 4 milliards, c'est-à-dire que c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. 2,5 milliards France Télévisions et le reste pour les chaînes de radio, pour la France Média Monde, etc. C'est-à-dire que vous avez le ministère de la Culture, c'est 8 milliards en tout. À l'intérieur, l'audiovisuel public, c'est la moitié, 4 milliards. Donc on peut se faire braquer le Louvre, on peut avoir des inondations au musée du Louvre, mais à côté, Madame Ernotte, elle touchera toujours son salaire, alors même qu'elle perd des auditeurs, alors même qu'elle est toujours dans le rouge, c'est-à-dire qu'on finance et on met au pot commun tous les ans, mais ça reste dans le rouge. Pour donner un exemple et montrer à quel point c'est concret et faisable de privatiser, on l'a déjà fait en 1987 avec la première chaîne, qui était TF1, on l'a vendue. On a trouvé repreneur, Martin Bouygues, et le groupe est devenu bénéficiaire. Il a même battu France 2, comme quoi il y avait un public et un marché. Bon, 3 minutes sont passées. Me dit Benjamin O qui a un chronomètre. Je voudrais qu'on écoute Madame Ernotte, qui aujourd'hui était donc la présidente de France Télévisions, était auditionnée par la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, créé par les députés du groupe Éric Ciotti. Il y avait Charles Aloncle, et puis il y avait manifestement un président qui, c'est le député d'Édouard Philippe. Horizon, oui, c'est ça. Voilà. Horizon. Bon, manifestement, lui, il avait choisi son camp. C'est le président de la commission. Oui. Non. Donc lui, non, je crois pas. Non. Oh, bah, je l'ai écouté. Il sortait les rames de temps en temps pour aider Madame Ernotte, si vous me permettez.